Chloé Lambert avait appris à se faire toute petite. Elle marchait dans les couloirs du lycée privé Victor Hugo, les épaules légèrement voûtées, son sac en bandoulière serré contre elle tel un bouclier, les yeux fixés sur les dalles de lino usées qui s'étendaient à l'infini devant elle. L'établissement était une imposante structure de béton dans la banlieue de Lyon, construite dans les années 1970 et rénovée juste assez pour éviter la fermeture administrative, mais pas assez pour paraître accueillante. Ces couloirs sentaient en permanence le produit d'entretien industriel et la graisse de la cantine, et ces néons grésillaient à une fréquence qui semblait conçue pour provoquer des maux de tête. Chloé avait été transférée ici 6 semaines plus tôt, lorsque sa mère avait accepté un poste d'infirmière à l'hôpital régional. Et au cours de ces 6 semaines, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Elle déjeunait dans le coin le plus reculé du CDI, passait ses heures de permanence dans la salle informatique et calculait ses déplacements entre les cours pour éviter le gros de la foule. Ce n'était pas la paranoïa qui dictait cette chorégraphie minutieuse, c'était l'expérience. Le premier jour à Victor Hugo, Chloé avait commis l'erreur de marcher avec sa démarche naturelle, assurée, équilibrée, consciente de son environnement. Elle avait croisé des regards, elle s'était tenue droite, à sa pleine hauteur, qui était modeste, mais pas minuscule. En moins d'1 heure, elle avait attiré l'attention. À l'heure du déjeuner, elle avait attiré la mauvaise attention. Il s'appelait Tristan de Vence, et il régnait sur le lycée comme un seigneur médiéval sur son fief, par la peur, le charisme et la conviction inébranlable qu'il avait droit à la domination. Tristan était grand et athlétique, avec le genre de traits symétriques et d'assurance désinvolte qui faisait que les professeurs ignoraient sa cruauté et que les élèves l'excusaient comme du charisme. Il était le capitaine de l'équipe de rugby, le fils d'un éminent promoteur immobilier dont les dons finançaient le nouveau gymnase et le centre d'une constellation sociale qui déterminait qui comptait à Victor Hugo et qui ne comptait pas. Chloé avait appris en quelques jours qu'elle appartenait fermement à la seconde catégorie. Le premier incident fut mineur. Tristan et ses 2 compagnons de toujours, Marc Fournier, un 3e ligne à la mâchoire carrée et au regard vide, et Adrien Petit, un footballeur dégingandé au sourire cruel, traînaient près des toilettes lorsque Chloé s'approcha. Elle avait à peine remarqué leur présence avant que Tristan ne se place directement sur son chemin. « Excusez-moi », avait-elle dit doucement, en essayant de le contourner. Tristan n'avait pas bougé. Au lieu de ça, il l'avait toisé avec une lenteur exagérée. Puis, s'était tourné vers Marc et Adrien. « Vous avez entendu quelque chose, les mecs? On dirait une souris qui couine. » Les 3 avaient ri, et Chloé avait senti son visage s'empourprer. Elle avait attendu que Tristan bouge, et quand il l'avait finalement fait, c'était avec un coup d'épaule qui l'avait fait trébucher. Sa gourde avait heurté le sol dans un bruit sec, et le temps qu'elle la ramasse, il s'éloignait déjà, leur rire résonnant dans le couloir. Cela aurait pu s'arrêter là. Dans un autre lycée, avec un autre groupe de harceleurs, ce moment de cruauté désinvolte aurait pu être un incident isolé, oublié au cours suivant. Mais Tristan de Vence s'ennuyait. Tristan de Vence avait récemment été mis sur la touche pour le premier quart-temps du match à venir en raison d'une moyenne en baisse. Et son père lui avait clairement fait savoir que des performances décevantes entraîneraient la perte de son scooter. Tristan de Vence avait besoin de quelqu'un à dominer, et Chloé Lambert, nouvelle, discrète, seule, était parfaite. Le lendemain, il fit tomber son classeur de ses mains alors qu'elle entrait en cours de français. Des feuilles s'éparpillèrent sur le sol, et Chloé tomba à genoux pour les ramasser pendant que les élèves la contournaient et que les amis de Tristan ricanaient depuis leur place. Le surlendemain, il shoota accidentellement dans son sac à dos à travers le couloir, puis il commença les remarques. « Hé, le cas social, sympa ton t-shirt, c'est les soldes chez Emmaüs? Ou encore, c'est moi ou ça sent le désespoir ou c'est juste la nouvelle ?» Chaque commentaire déclenchait les rires de son cercle et le silence de tous les autres. Chloé endurait,
Elle avait enduré pire, même si elle essayait de ne pas y penser. Elle avait fait une promesse à sa grand-mère avant sa mort, une promesse qui avait façonné les 4 dernières années de la vie de Chloé. « La violence ne résout rien, ma chérie », avait murmuré sa grand-mère sur son lit d'hôpital, ses mains enlaçant celles de Chloé. « Je t'ai vu t'entraîner, et je suis fier de ta discipline, mais promets-moi que tu n'utiliseras cette force que pour protéger, jamais pour punir. Promets-moi que tu ne laisseras pas la colère te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. » Chloé avait promis. Elle avait 13 ans à l'époque, déjà ceinture marron de jiu-jitsu brésilien et s'entraînant 4 jours par semaine dans un club de leur ancien quartier. Sa grand-mère s'inquiétait déjà de la part d'ombre que portait Chloé, la rage qui couvait sous son extérieur calme, résultat d'une enfance marquée par l'abandon de son père et les difficultés subséquentes de sa mère. L'entraînement avait donné à Chloé de la concentration, de la discipline et de la confiance. Il lui avait aussi donné la certitude qu'elle pouvait blesser des gens si elle le voulait. La mort de sa grand-mère 2 ans plus tôt avait cimenté cette promesse en quelque chose d'inviolable. Alors Chloé se faisait petite, elle gardait la tête baissée, elle ignorait les commentaires de Tristan et les rires de ses amis. Elle se rappelait que c'était temporaire, qu'elle pouvait endurer n'importe quoi de temporaire. Le problème, c'est que Tristan intensifiait ses attaques. Dès la 3e semaine, il avait commencé à planifier son harcèlement. Il attendait que Chloé soit dans la file de la cantine, puis lui passait devant, la forçant à attendre plus longtemps. Il se tenait dans l'embrasure de la porte du CDI pendant sa pause déjeuner, bloquant sa sortie jusqu'à ce qu'elle lui demande de bouger, puis feignait la surprise et se déplaçait avec une lenteur exagérée. Il s'asseyait derrière elle dans leur cours d'histoire commun et donnait des coups dans le dossier de sa chaise. Pas assez fort pour que ce soit évident, juste assez pour que ce soit constant et exaspérant. Marc et Adrien se joignaient à lui avec enthousiasme, transformant le harcèlement en un jeu. Ils lui lançaient des boulettes de papier quand le professeur avait le dos tourné, cachèrent ses affaires et chuchotaient des commentaires cruels juste assez forts pour qu'elle les entende. Les autres élèves remarquaient. Comment aurait-il pu ne pas le faire? Tristan n'était pas subtil. Mais remarquer et agir étaient 2 choses différentes, et le lycée Victor Hugo avait appris depuis longtemps que confronter Tristan de Vence était une cause perdue. Il était trop populaire, trop bien connecté, trop confiant dans son impunité. Les professeurs aussi remarquaient. Madame Hubert, qui enseignait le français, vit Tristan faire tomber le classeur de Chloé de son bureau et ne fit rien. Monsieur Dubois, qui enseignait l'histoire, entendit les commentaires que Tristan faisait à voix basse et demanda simplement à tout le monde de se concentrer sur la leçon. Le proviseur, Monsieur Durand, était plus soucieux de maintenir la réputation de Victor Hugo en tant que lycée d'excellence que de s'occuper de ce qu'il considérait probablement comme des dynamiques sociales adolescentes typiques. Chloé était donc seule dans un lycée bondé, entourée de témoins qui avaient choisi l'aveuglement. Elle trouvait refuge dans la routine. Chaque matin, elle arrivait assez tôt pour s'installer à un bureau au fond de sa première salle de classe. Elle déjeunait avec un livre calé devant son visage, mâchant mécaniquement une nourriture qu'elle ne goûtait pas. Elle restait tard dans la salle informatique, travaillant sur des devoirs qui ne nécessitaient pas de temps supplémentaire, mais qui lui donnaient une raison d'éviter l'exode de l'après-midi. À la maison, elle aidait sa mère à préparer le dîner, faisait ses devoirs sur la table de la cuisine et se couchait tôt. Elle ne parlait pas du harcèlement. Sa mère enchaînait les gardes pour payer leurs factures et Chloé refusait d'ajouter à son stress. D'ailleurs, que dirait-elle? Qu'elle était harcelée mais ne pouvait pas se défendre à cause d'une promesse faite à une femme morte? Qu'elle avait les compétences pour mettre fin à tout ça mais choisissait plutôt le statut de victime? La 4e semaine apporta un nouveau niveau d'humiliation. Tristan orchestra un incident à la cantine pendant la pause déjeuner, au moment où la salle était la plus bondée. Chloé portait son plateau, une salade fatiguée, un yaourt, une pomme, quand le pied de Tristan jaillit.
Elle ne le vit pas à temps. Son tibia heurta sa cheville et son plateau fut projeté en avant, le contenu se répandant sur le devant de son t-shirt et sur le sol. La cantine éclata de rire. Chloé resta figée, du yaourt coulant de ses cheveux, de la laitue accrochée à son pull, tandis que 200 élèves et une douzaine de membres du personnel assistaient à son humiliation. La voix de Tristan s'éleva au-dessus du chaos. « Waouh, elle est encore plus maladroite qu'elle en a l'air !» D'autres rirent. Quelqu'un commença à filmer avec son téléphone. Chloé tomba à genoux et commença à ramasser les débris avec des mains tremblantes, sa vision brouillée par des larmes qu'elle refusait de verser. Un agent d'entretien apparut avec une serpillière, son expression sympathique mais lasse. « Ça arrive tout le temps », marmonna-t-il, comme si cela rendait les choses meilleures. Ce soir-là, Chloé resta sous la douche et se laissa pleurer. Elle pleura pour sa grand-mère, pour sa solitude, pour l'injustice de tenir une promesse qui l'obligeait à accepter les abus. Elle pleura jusqu'à ce que l'eau devienne froide, puis se sécha, s'habilla et prépara le dîner pour sa mère. Quand sa mère lui demanda comment s'était passée sa journée, Chloé sourit et dit que tout allait bien. Ce week-end-là, elle nettoya l'appartement, fit la lessive, les courses, et essaya de ne pas penser à lundi. Mais lundi arriva, comme toujours, et avec lui, plus de harcèlement. Tristan avait apparemment apprécié son triomphe à la cantine, car il en répéta des variantes tout au long de la semaine. Il la bousculait, accidentellement, dans le couloir, lui faisant lâcher ses livres. Il faisait tomber son stylo de son bureau pendant les cours. Il se tenait trop près d'elle à son casier, envahissant son espace jusqu'à ce qu'elle recule. Marc et Adrien assuraient le soutien, flanquant Tristan comme des hommes de main et riant sur commande. À la 5e semaine, les mains de Chloé avaient développé un tremblement permanent. Elle sursautait aux bruits inattendus. Son sommeil était fragmenté et rempli de rêves où elle se défendait. Des rêves où sa mémoire musculaire prenait le dessus et où elle répondait aux attaques avec une efficacité dévastatrice. Elle se réveillait en haletant, désorientée, coupable de la satisfaction qu'elle ressentait dans ses victoires imaginaires. Pendant la journée, elle se surprenait à adopter des postures de combat quand elle était seule. Son poids équilibré, ses mains détendues, sa conscience aiguisée. Elle se forçait à se détendre, à s'avachir, à se souvenir de sa promesse. L'effort était épuisant, elle était épuisée. Le lycée était devenu un champ de bataille où elle menait une guerre d'usure, perdant du terrain chaque jour, mais refusant de déployer ses armes. Elle se disait que c'était noble. Certains jours, elle y croyait. Puis, durant la 6e semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Il s'appelait Simon Vidal, et Chloé le remarqua pour la première fois au CDI pendant l'une de ses pauses déjeuner solitaires. Il rangeait des livres dans la section documentaire, ses mouvements efficaces et soignés, portant un badge qui l'identifiait comme élève documentaliste. Il était grand et mince, avec des cheveux bruns qui tombaient sur son front et une intensité dans son expression qui suggérait qu'il pensait à quelque chose de bien plus intéressant que la classification Dewey. Chloé l'avait déjà vu au lycée. Il était impossible à manquer avec son style distinctif qui mélangeait des t-shirts de groupe vintage avec des baskets de marque. Mais il n'avait jamais parlé. Elle l'avait classé parmi les élèves invisibles comme elle, quelqu'un qui naviguait dans la hiérarchie sociale de Victor Hugo en l'évitant complètement. Elle lisait à sa table habituelle dans un coin lorsqu'une ombre tomba sur son livre. Elle leva les yeux et vit Simon debout, tenant un livre de poche usé. « Désolé de te déranger, dit-il, mais j'ai remarqué que tu lisais « L'étranger ». Tu es arrivé à la scène de la plage ?» Sa voix était douce, presque hésitante, mais son regard était direct. Chloé cligna des yeux, momentanément déconcertée par cette interaction soudaine. « Oui, » réussit-elle à dire, « je viens de la finir. » Simon sourit, et l'expression transforma son visage, le faisant passer de sérieux à presque conspirateur. « C'est incroyable, non ? La façon dont Camus construit l'angoisse existentielle à travers quelque chose d'aussi simple que la chaleur et la lumière.
J'ai écrit tout mon TPE de première sur cette scène. » Il fit une pause, puis sembla réaliser qu'il la dominait de sa hauteur. « Ça te dérange si je m'assois ? Je promets que je ne suis pas du genre à gâcher les livres en les surexpliquant. » Chloé hésita, son instinct de refus luttant contre un désir inattendu de compagnie. « D'accord, » dit-elle finalement, et Simon se glissa sur la chaise en face d'elle. Ils parlèrent pendant les 20 minutes restantes de la pause déjeuner, et Chloé se sentit se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis son arrivée à Victor Hugo. Simon était intelligent et drôle, d'une manière autodépréciative, et il parlait des livres comme s'ils étaient des êtres vivants qui exigeaient respect et attention. Il ne lui demanda pas pourquoi elle déjeunait au CDI, et il ne mentionna ni Tristan, ni l'incident de la cantine, ni aucune des 100 petites humiliations qui étaient devenues le quotidien de Chloé. Quand la sonnerie retentit, Simon se leva et lui offrit un sourire sincère. « On devrait refaire ça. C'est rare de trouver quelqu'un qui apprécie la littérature existentialiste et qui ne me regarde pas comme si j'étais insupportable. » Chloé lui rendit son sourire, un vrai sourire qui semblait étrange sur son visage. « Même heure demain ?» suggéra-t-elle. Le sourire de Simon s'élargit. « C'est un rendez-vous, enfin, pas un vrai rendez-vous, un rendez-vous littéraire. Tu sais quoi, je vais arrêter de parler maintenant. » Le lendemain, Simon apporta son déjeuner au CDI et ils mangèrent ensemble tout en discutant de littérature russe. Le surlendemain, ils débattirent avec bonne humeur pour savoir si la fiction contemporaine pour jeunes adultes avait une valeur littéraire. À la fin de la semaine, Chloé se surprit à attendre avec impatience la pause déjeuner d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. Il était facile de parler avec Simon, et il semblait sincèrement intéressé par ses pensées et ses opinions. Il la faisait rire. Il posait des questions qui nécessitaient de vraies réponses, et il écoutait quand elle parlait. Il lui parla de sa famille. Ses parents étaient tous deux professeurs à l'université locale, ce qui expliquait son vocabulaire et son aisance avec les concepts abstraits, et de ses projets d'étudier la philosophie et la littérature à la fac. Il ne se mêlait pas de sa vie, mais il lui fit comprendre qu'elle pouvait partager si elle le voulait. La 7e semaine, Simon l'invita à une lecture de poésie dans une librairie du centre-ville. « C'est ce samedi, » dit-il. « Et je promets que ce ne sera pas prétentieux. Enfin, ce sera peut-être un peu prétentieux, mais d'une manière amusante. » Chloé accepta avant de pouvoir se dissuader. Le samedi arriva, gris et bruineux, et Chloé retrouva Simon à la librairie, un espace exigu et surchargé qui sentait le café et le vieux papier. La lecture fut exactement aussi prétentieuse que Simon l'avait prédit, mais ils passèrent la plupart du temps à échanger des regards amusés et à essayer de ne pas rire des poètes les plus sérieux. Après, ils marchèrent dans les rues luisantes de pluie, parlant de tout et de rien, et Chloé réalisa avec un sursaut qu'elle était heureuse. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie ainsi, si légère, si pleine d'espoir. Quand Simon la raccompagna à l'arrêt de bus, il hésita puis dit « J'aime vraiment passer du temps avec toi, Chloé. J'espère que ce n'est pas bizarre de dire ça. » Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Ce n'est pas bizarre, » dit-elle doucement. « J'aime aussi passer du temps avec toi. » Le problème, c'est que le bonheur au lycée Victor Hugo ne passait pas inaperçu. Surtout un bonheur qui impliquait quelqu'un que Tristan de Vence avait marqué comme sa cible. Le lundi matin, Chloé était à son casier quand Tristan se matérialisa à côté d'elle, flanqué de Marc et Adrien. « Tiens, tiens, » dit Tristan assez fort pour attirer l'attention des élèves qui passaient. « On dirait que le cas social s'est trouvé un petit. » Copain, dis-moi, Simon, elle se laisse faire ou elle est aussi chiante qu'elle en a l'air ?» Les mains de Chloé se figèrent sur la porte de son casier. À côté d'elle, elle entendit l'inspiration brusque de Simon. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, Tristan continua. « En fait, ne réponds pas. J'ai pas envie de vous imaginer nus.
Ça me couperait l'appétit pour le déjeuner. » Marc et Adrien rirent consciencieusement. Une foule se formait, car les foules se formaient toujours autour de Tristan, attirés par la cruauté comme des papillons de nuit par une flamme. Chloé se força à croiser le regard de Tristan. « Laisse-nous tranquilles, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Les sourcils de Tristan se haussèrent en une fausse surprise. « Oh, elle parle, et elle donne des ordres, c'est adorable. » Il se tourna vers Simon. « Tu sais que c'est une grosse nulle, pas vrai? Ou alors t'es un nul aussi, et c'est une sorte de groupe de soutien pour les nuls ?» Simon s'avança, et le cœur de Chloé fit un bond. Elle pouvait voir la colère dans sa posture, la façon dont ses mains s'étaient crispées en poing. « Lâche-nous de Vance, » dit Simon, la voix tendue. Tristan rit un son sans humour. « Sinon quoi? Tu vas me faire mourir d'ennui avec ta poésie? Rends-toi à l'évidence, Vidal, toi et ta petite copine, vous êtes au bas de la chaîne alimentaire ici, et c'est là que vous allez rester. » Il tendit la main et poussa l'épaule de Simon. Pas fort, juste assez pour être méprisant. Chloé sentit quelque chose se fissurer en elle, quelque chose qui tenait bon depuis des semaines. Son corps se tendit, son poids se déplaçant automatiquement sur la pointe des pieds, ses mains s'ouvrant de poings fermés à la position lâche et prête que ses instructeurs lui avaient inculquée pendant des années. Pendant un instant cristallin, elle fut sur le point d'agir, son corps lui hurlant de bouger, d'intercepter, de neutraliser la menace. Puis elle vit l'expression de Simon, surpris mais pas effrayé, en colère mais pas violent. Et elle se força à rester immobile. Ce n'était pas son combat. Elle avait fait une promesse. Simon retrouva son équilibre et tira doucement le bras de Chloé. « Viens, » dit-il doucement. « Ils n'en valent pas la peine. » Ils s'éloignèrent, tandis que le rire de Tristan les suivait dans le couloir. Cet après-midi-là, le téléphone de Chloé vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Le message était une photo de samedi. Elle et Simon quittant la librairie, tête rapprochée, avec une légende, l'histoire d'amour des nuls. En moins d'une heure, la photo avait été partagée sur Instagram, Snapchat et le groupe de discussion principal de Victor Hugo. Les commentaires étaient vicieux, désespérés, pathétiques. Au moins, ils se sont trouvés le fond du panier. Les mains de Chloé tremblaient en faisant défiler les publications. Elle voulait jeter son téléphone à travers la pièce. Elle voulait traquer Tristan et lui montrer exactement ce qui arrivait quand on poussait quelqu'un entraîné au combat au-delà de ses limites. Au lieu de cela, elle éteignit son téléphone et s'allongea sur son lit, fixant le plafond, récitant la promesse qu'elle avait faite à sa grand-mère comme un mantra. Ce soir-là, Simon appela. « Je suis désolé, » dit-il immédiatement. « C'est de ma faute. Si je ne t'avais pas invité à sortir... » Chloé l'interrompit. « Ne fais pas ça. Ne t'excuse pas d'avoir été gentil avec moi. C'est exactement ce qu'ils veulent. » Il y eut une pause, puis Simon dit doucement « On pourrait les ignorer. Faire comme s'ils n'existaient pas. » Chloé ferma les yeux. « C'est ce que je fais depuis le début. Ça ne marche pas. » La 8e semaine fut brutale. Tristan avait trouvé un nouvel angle d'attaque et il le poursuivait avec la cruauté ciblée de quelqu'un qui comprenait la guerre psychologique. Il ne visait plus seulement Chloé. Il s'assurait d'humilier Simon aussi. À la cantine, il narrait bruyamment une romance imaginaire entre eux, avec des commentaires obscènes qui faisaient rire les élèves et rougir Simon. Dans les couloirs, il faisait des bruits de baisers chaque fois qu'ils étaient proches. Pendant le cours de PS, la matière que Chloé détestait le plus, car cela signifiait se changer dans les vestiaires où l'intimité était impossible, Adrien Petit jeta les vêtements de Chloé sous la douche, les trempant. Quand Chloé le signala à Monsieur Perrin, le professeur soupira et dit « Essorez-les, Lambert, vous allez survivre. » Chloé dut porter un jean humide pour le reste de la journée, le tissu collant à ses jambes, sentant chaque regard sur elle et entendant chaque murmure. Simon commença à déjeuner avec elle au CDI, ce que Chloé appréciait et détestait à la fois. Elle appréciait sa loyauté, son refus de prendre ses distances, malgré le coût social.
Elle détestait qu'il souffre à cause d'elle. « Tu devrais arrêter de t'asseoir avec moi, lui dit-elle un jour. Simon la regarda comme si elle avait suggéré qu'il s'immole par le feu. « Tu plaisantes, tu es la seule personne dans ce lycée avec qui j'ai vraiment envie de parler. » Chloé essaya de nouveau. « Ils te pourrissent la vie à cause de moi. » Simon secoua fermement la tête. « Ils me pourrissent la vie parce que ce sont des brutes. Ce n'est pas de ta faute. » Il tendit la main par-dessus la table et toucha brièvement la sienne. « Je ne vais nulle part, Chloé. Fais-toi une raison. » La chaleur de ce simple contact resta avec Chloé pendant des heures, un petit point de lumière dans l'obscurité grandissante. À la 9e semaine, Chloé dormait à peine. Elle restait éveillée à rejouer les humiliations de la journée, son esprit lui offrant des scénarios détaillés de la façon dont elle aurait pu réagir différemment. Dans ses fantasmes, elle ne se faisait pas petite, elle se tenait droite. Quand Tristan poussait Simon, elle l'interceptait avec un simple contrôle du poignet qui redirigeait son énergie et le laissait tituber. Quand Marc jetait ses affaires, elle attrapait son poignet en plein mouvement et appliquait juste assez de pression pour qu'il lâche tout et recule. Quand Adrien faisait des commentaires grossiers, elle croisait son regard avec une fixité qui communiquait exactement la rapidité avec laquelle elle pouvait le démanteler si elle le choisissait. Ses fantasmes étaient vifs et satisfaisants et complètement contraires à tout ce qu'elle avait promis. Elle se réveillait en se sentant coupable et frustrée, son corps endolori par le besoin d'action. Pendant ce temps, de petits détails commencèrent à transparaître à travers sa façade soigneusement entretenue. Un matin, un élève la bouscula dans le couloir et la main de Chloé jaillit par réflexe, attrapant le bras de l'élève pour les stabiliser tous les deux. Le mouvement était trop rapide, trop contrôlé, et l'élève regarda Chloé avec confusion. « Beau réflexe », marmonna-t-il avant de s'éloigner. Un autre jour, Chloé fit tomber son stylo pendant un cours et le rattrapa en plein vol sans regarder, sa main se déplaçant avec le genre de précision qui venait d'années d'entraînement à la coordination œil-main. Madame Hubert, qui en fut témoin, interrompit son cours et lança à Chloé un long regard scrutateur. En cours d'EPS, lors d'un match de balle aux prisonniers que Chloé évitait habituellement, elle fut coincée par 3 ballons lancés simultanément. Sans réfléchir, elle se glissa entre eux, une roulade d'épaule qui se transforma en un pas de récupération, et les 3 ballons passèrent à côté d'elle. Le gymnase devint silencieux pendant un instant, et Chloé réalisa immédiatement son erreur. Elle manqua délibérément le lancer suivant et se fit éliminer. Mais le mal était fait. Les élèves commençaient à remarquer que la nouvelle fille silencieuse bougeait différemment quand elle ne faisait pas attention. Le point de rupture approcha pendant la 10e semaine. Tristan et ses amis étaient passés à l'intimidation physique. Ils encerclaient Chloé dans les couloirs, la forçant à se faufiler ou à attendre qu'il bouge. Ils la coudoyaient accidentellement, lui marchaient sur les talons, claquaient des portes de casier près de son visage. La menace constante de contact physique maintenait l'adrénaline de Chloé en permanence élevée, son système nerveux bloqué en mode combat ou fuite. Simon remarqua le changement en elle. « Tu as l'air différente ces derniers temps », dit-il un jour au déjeuner. « Plus tendue. » Chloé essaya de sourire, juste fatiguée. Simon n'avait pas l'air convaincu. « Tu dors bien ?» L'inquiétude dans sa voix serra la gorge de Chloé. Elle voulait tout lui dire, sur son entraînement, sa promesse, la guerre qu'elle menait contre elle-même chaque jour. Au lieu de cela, elle dit « Certaines nuits sont plus difficiles que d'autres ». Simon hocha lentement la tête. « Si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, je suis là, sans jugement, sans pression, juste là. » Chloé se surprit à retenir ses larmes. « Merci », murmura-t-elle. Ce vendredi après-midi, quelque chose bascula. Chloé se dirigeait vers son casier quand elle entendit des voix s'élever au coin du couloir. Elle en reconnut une, immédiatement, celle de Simon. Elle tourna au coin pour le trouver en train de confronter Tristan au milieu du couloir, des élèves formant un cercle autour d'eux.
J'en ai marre d'être poli, disait Simon, le visage rouge. Tu es un lâche et une brute, et tout le monde le sait. L'expression de Tristan était plus amusée qu'en colère. Tout le monde le sait, vraiment, parce que d'où je suis, tout le monde te regarde te ridiculiser. Marc et Adrien se rapprochèrent de Simon, l'enfermant. La vision de Chloé se rétrécit. Elle vit le positionnement. 3 contre 1, Simon en infériorité numérique et physique. Le langage corporel de Tristan indiquant qu'il était sur le point de passer de la violence verbale à la violence physique. Elle vit la foule d'élèves qui regardaient avec le même intérêt détaché qu'ils avaient montré lors de chaque incident précédent, leur téléphone sorti et filmant, mais personne n'intervenant. Elle vit le choix qui s'offrait à elle comme un carrefour. S'éloigner et tenir sa promesse, ou intervenir et la rompre. Avant qu'elle ne puisse décider, Tristan poussa Simon assez fort pour le faire reculer en titubant. Chloé bougea sans pensée consciente. Elle parcourut la distance en 3 foulées et rattrapa Simon avant qu'il ne heurte les casiers, son corps absorbant et redirigeant son élan si doucement qu'il sentit à peine l'impact. Elle se positionna entre Simon et Tristan, sa posture neutre mais équilibrée, ses yeux fixés sur le visage de Tristan. « Ça suffit », dit-elle doucement. Le couloir devint silencieux. Tristan regarda Chloé comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Puis son visage se fendit d'un sourire ravi. « Oh, c'est adorable. La petite copine qui vient sauver son copain. Qu'est-ce que tu vas faire, Lambert? Me faire mourir d'ennui avec tes yeux tristes ?» Il fit un pas de plus, envahissant son espace, comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Cette fois, Chloé ne recula pas. Elle tint bon, son langage corporel changeant subtilement de manière que seule une personne entraînée reconnaîtrait, poids centré, genoux légèrement fléchis, mains détendues, mais prêtes. Tristan remarqua que quelque chose était différent. Son sourire vacilla légèrement. « Quoi, tu vas te battre maintenant ? C'est hilarant. » Chloé sentit la main de Simon sur son épaule. « Chloé, non, il n'en vaut pas la peine. » L'inquiétude dans sa voix, la peur non pas pour lui-même mais pour elle, cristallisa sa décision. Elle recula, forçant son corps à se détendre et guida Simon loin de la confrontation. Derrière eux, le rire de Tristan les suivit. « Ouais, c'est ce que je pensais. Fuyez comme vous le faites toujours. » La foule se dispersa, déçue par le manque de violence. Chloé et Simon marchèrent en silence jusqu'à l'entrée principale du lycée. Dehors, Simon se tourna vers elle, son expression troublée. « Tu aurais pu le battre, n'est-ce pas ?» La question resta en suspens. Chloé ouvrit la bouche pour le nier, puis s'arrêta. Elle en avait assez de mentir. « Oui, » dit-elle simplement. Simon absorba l'information. « Tu as une sorte d'entraînement. » Ce n'était pas une question. « Oui. Pourquoi tu ne t'en sers pas ?» Chloé détourna le regard, observant les voitures passer sur la rue au-delà du parking du lycée. « J'ai promis à quelqu'un d'important que je n'utiliserai pas la violence, sauf pour protéger. Pas pour punir, pas pour prouver quelque chose, seulement pour protéger. » Simon réfléchit longuement. « Mais que se passe-t-il si se protéger ou protéger quelqu'un que tu aimes nécessite de répondre à la violence par la violence? Et si le seul moyen de les arrêter est de leur montrer qu'on ne peut pas te marcher dessus? » Chloé s'était posé les mêmes questions 1 millier de fois. « Alors je brise ma promesse et je deviens quelqu'un que je ne veux pas être. » Simon secoua la tête. « Ça ne marche pas comme ça. Te défendre ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un qui refuse d'être une victime. » Ils restèrent, dans l'air frais de l'après-midi, le poids de la conversation s'installant autour d'eux. Finalement, Simon dit « Pour ce que ça vaut, je respecte ce que tu essaies de faire. Mais je pense aussi qu'il y a une différence entre être violent et être fort. Tu es déjà forte, Chloé. Tu as été forte tout ce temps. Mais peut-être que c'est acceptable de montrer cette force aux gens. » Ces mots restèrent avec Chloé tout le week-end,
tournant dans ses pensées comme des oiseaux refusant de se poser. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Chloé fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis son arrivée à Victor Hugo. Elle déplaça ses meubles pour créer un espace ouvert, enfila des vêtements confortables et enchaîna ses katas. Elle commença par les bases, les mouvements fondamentaux du jiu-jitsu brésilien qui lui avaient été inculqués jusqu'à devenir une seconde nature. Elle pratiqua ses gardes, ses sorties de hanches, ses relevés techniques. Elle enchaîna les combinaisons, sentant son corps se souvenir de ce que son esprit avait essayé d'oublier. Ses muscles chantaient de reconnaissance. Sa respiration retrouvait le rythme familier de l'effort et du contrôle. Elle pratiqua des amenées au sol sur un adversaire invisible, sentant le moment précis où le levier l'emportait sur la force, où la technique rendait la taille sans importance. Elle répéta des soumissions, clés de bras, triangle, étranglement arrière, s'arrêtant au point où elle aurait normalement tapé, relâchant des partenaires fantômes avec soin. Pendant 40 minutes, elle n'était pas Chloé la victime, pas Chloé la cible. Elle était simplement Chloé, la pratiquante, compétente, confiante et entière. Quand elle eut fini, elle était en sueur et centrée d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle s'assit sur le sol de sa chambre, le dos contre le mur, et s'autorisa à reconnaître la vérité. Cela lui manquait. Le sentiment de compétence lui manquait, la certitude de pouvoir se débrouiller, la confiance qui venait d'années de pratiques disciplinées. Elle y avait renoncé pour honorer le souhait de sa grand-mère. Mais ce faisant, elle avait renoncé à une partie d'elle-même. Sa grand-mère avait voulu qu'elle soit forte sans être cruelle, capable sans être violente. Mais peut-être que Simon avait raison. Peut-être que montrer sa force n'était pas la même chose qu'être violent. Peut-être y avait-il un moyen d'honorer sa promesse tout en s'honorant elle-même. La 11e semaine commença avec un changement en Chloé que les élèves remarquèrent immédiatement. Elle entra au lycée le lundi matin, les épaules droites, la tête haute, la démarche assurée. Elle croisa des regards. Elle occupait l'espace au lieu de s'en effacer. Le changement n'était pas assez spectaculaire pour être une transformation complète, mais il était suffisamment visible pour que plusieurs élèves la regardent à 2 fois quand elle passait. En première heure, quand Tristan fit une remarque désobligeante sur son apparence, Chloé se tourna et le regarda directement. Elle ne répondit pas, ne réagit pas, se contenta de soutenir son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux le premier, confus par son manque de soumission. Au déjeuner, elle et Simon s'assirent à une vraie table de cantine au lieu de se cacher au CDI. Les élèves les dévisageaient, chuchotaient, mais personne ne s'approcha. Tristan et ses amis étaient assis à leur table habituelle de l'autre côté de la cantine, et Chloé sentit les yeux de Tristan sur elle à plusieurs reprises pendant la pause. Elle ne détourna pas le regard quand leurs yeux se croisèrent. Elle en avait fini d'avoir peur. Tristan remarqua le changement, et cela le dérangea. Son pouvoir social était fondé sur la peur et la soumission, et le refus de Chloé de fournir l'un ou l'autre était un défi direct à son autorité. Le mercredi, il avait commencé à planifier quelque chose de plus grand. Chloé vit les signes, les conversations chuchotées avec Marc et Adrien, les regards spéculatifs dans sa direction, l'audace croissante de leur harcèlement. Il préparait quelque chose. Ce soir-là, Simon lui envoya un texto. « Ils préparent un truc pour la fête de vendredi. J'ai entendu Marc en parler. » La fête d'automne de Victor Hugo était une tradition que Chloé avait prévu de sauter, mais l'avertissement de Simon la fit reconsidérer. Fuir la confrontation n'avait pas fonctionné. Il était peut-être temps d'arrêter de fuir. Jeudi après-midi, Chloé resta tard dans la salle informatique, soi-disant pour travailler sur un devoir, mais en réalité pour se préparer à ce qu'elle savait être inévitable. Son téléphone vibra avec un texto de sa mère. « Je rentre tard, dîner au frigo, je t'aime. » Chloé répondit avec un emoji cœur et retourna à fixer l'écran de l'ordinateur. Elle était fatiguée, une fatigue profonde qui n'avait rien à voir avec le sommeil et tout à voir avec la vigilance constante requise pour survivre
au lycée Victor Hugo. Elle pensa à sa grand-mère, à la promesse qu'elle avait faite, à la fille qu'elle était autrefois et qui marchait dans le monde sans peur. Elle pensa à Simon, qui avait choisi d'être son ami, malgré le coup social. Elle pensa à chaque élève qui l'avait vu être humilié sans rien faire, à chaque professeur qui avait détourné le regard, à chaque administrateur qui avait privilégié la réputation à la protection. Elle pensa à Tristan de Vence, dont tout le sentiment d'identité était construit sur le fait de rabaisser les autres. Et elle prit sa décision. Vendredi arriva avec un ciel clair et des températures anormalement douces. La fête d'automne était prévue pour le soir même, à partir de 19 h dans le gymnase. Le lycée était décoré de bannières et de guirlandes, et il y avait une énergie excitée dans l'air que Chloé trouvait à la fois étrangère et étrangement réconfortante. Des élèves normaux excités par une fête normale. Elle se demanda ce que cela faisait. Simon la trouva après le dernier cours. « Tu comptes toujours y aller ?» demanda-t-il. Chloé hocha la tête. « Et toi ?» Simon se balança d'un pied sur l'autre, l'air soudain nerveux. « Je me disais, tu voudrais qu'on y aille ensemble? Genre, en cavalier ?» Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, malgré l'anxiété qui lui nouait l'estomac. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle doucement. Le sourire de Simon aurait pu éclairer tout le lycée. « Vraiment? D'accord. Bien, super. Je passe te prendre à 18 h 30 ?» « C'est un rendez-vous, » confirma Chloé, et pendant un instant, la confrontation imminente n'eut plus d'importance. Chloé rentra chez elle et prit une douche, puis resta devant son armoire à essayer de décider quoi porter. Elle n'avait pas grand-chose. Sa garde-robe était pratique plutôt qu'à la mode, économique plutôt qu'élégante. Elle choisit finalement une robe simple qu'elle avait portée à l'enterrement de sa grand-mère, bleu foncé et modeste, associée à des ballerines car elle ne savait pas marcher en talons et voulait pouvoir bouger si nécessaire. Elle laissa ses cheveux détachés, se maquilla à peine et s'examina dans le miroir. Elle se ressemblait, simple, discrète, sans particularité. Mais ses yeux étaient différents. Il y avait en eux quelque chose qui n'y était pas avant, quelque chose de dur et de déterminé. Elle pensa de nouveau à sa grand-mère et murmura « Je suis désolée si ce n'est pas ce que tu voulais, mais je ne peux pas continuer à être une victime. » Les mots semblaient à la fois une trahison et une libération. Simon arriva à 18 h 30 précise, portant une chemise et un pantalon, ses cheveux soigneusement coiffés. « Tu es magnifique », dit-il quand Chloé ouvrit la porte, et la sincérité dans sa voix la fit rougir. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle. Ils prirent le bus pour le lycée. La tension entre eux palpable, mais pas désagréable. Simon lui tint la main alors qu'ils entraient dans le gymnase, et Chloé se sentit à la fois exposée et protégée par ce geste. Le gymnase était transformé par des lumières et des décorations, les paniers de basket recouverts de tissus, des tables disposées autour d'une piste de danse improvisée. Les élèves se regroupaient, certains dansant, d'autres discutant et riant. Chloé repéra immédiatement Tristan. Il était impossible à manquer, tenant la cour, près de la buvette, entouré de sa foule habituelle. Pendant 30 minutes, tout se passa bien. Chloé et Simon dansèrent sur plusieurs chansons, leurs mouvements maladroits mais sincères. Ils prirent un verre à la buvette, trouvèrent des places à une table vide, parlèrent de choses sans importance. Chloé faillit se laisser croire que la nuit se passerait sans incident. Puis Tristan s'approcha de leur table, Marc et Adrien le flanquant comme toujours, et elle sut que cette croyance avait été naïve. « Tiens, tiens », dit Tristan, sa voix perçant à travers la musique. « Le couple heureux, c'est touchant, vraiment. Je ne pensais pas que l'un de vous aurait les couilles de se pointer ici. » Plusieurs élèves à proximité se tournèrent pour regarder. Des téléphones sortirent des poches. Chloé sentit Simon se tendre à côté d'elle. « Laisse-nous tranquilles, de Vence, » dit Simon la voix tendue. Tristan rit. « Sinon quoi? Tu vas écrire un poème énervé sur moi ?» Il tourna son attention vers Chloé.
Je dois admettre, Lambert, je suis impressionné. Tu as vraiment trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec toi. Il a fallu racler les fonds de tiroir. Chloé se leva lentement, ses mouvements contrôlés et délibérés. Elle croisa le regard de Tristan, et pour la première fois depuis son arrivée à Victor Hugo, elle ne détourna pas les yeux. « On ne joue plus à ça », dit-elle clairement, assez fort pour que les élèves autour entendent. « Ton harcèlement s'arrête ce soir. » Le gymnase était devenu silencieux, les élèves sentant que quelque chose d'important allait se produire. L'expression de Tristan passa de l'amusement à une véritable surprise. « Mon harcèlement s'arrête? Qui va m'arrêter exactement? Toi ?» Il s'approcha, envahissant son espace dans son mouvement d'intimidation caractéristique. Chloé tint bon. « Oui, » dit-elle simplement. « Moi ?» Le visage de Tristan s'assombrit. Quoi qu'il ait vu dans l'expression de Chloé, ce n'était pas de la soumission, et cela l'énerva clairement. « Tu te crois forte maintenant? Tu penses que parce que tu as un petit copain, tu es quelqu'un. » Il tendit la main et attrapa son épaule, sa poigne assez forte pour faire mal. Le corps de Chloé bougea avant que son esprit conscient ne puisse le rattraper, la mémoire musculaire prenant le pas sur la pensée. Sa main se leva et bloqua la main de Tristan contre son épaule, contrôlant son poignet. Dans le même mouvement, elle sortit de l'axe de sa force, créant un angle, et appliqua une pression sur le dos de sa main. Pas fort, juste assez pour rendre la prise douloureuse. La poigne de Tristan se relâcha immédiatement, et il retira sa main, la regardant avec une véritable confusion. « Mais qu'est-ce que... » commença-t-il. Chloé ne le laissa pas finir. « J'ai dit, ton harcèlement s'arrête ce soir. Va-t'en, et on pourra tous les deux faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. » Le gymnase était maintenant complètement silencieux, tous les yeux fixés sur eux. Tristan regarda autour de lui, voyant la foule, les téléphones qui filmaient, sa réputation en jeu. Son visage s'empourpra de colère. « Tu dois être folle !» dit-il. Puis il la poussa, fortement. C'était le moment. C'était le choix contre lequel sa grand-mère l'avait mise en garde, la ligne qu'elle avait juré de ne pas franchir. Chloé sentit la poussée la faire reculer d'un pas. Sentit Tristan s'avancer pour enchaîner avec quelque chose de pire. Sentit chaque regard observé et chaque téléphone enregistré. Elle sentit sa promesse peser sur elle, comme des chaînes. Et puis elle regarda au-delà de Tristan et vit le visage de Simon, inquiet, effrayé, solidaire. Et elle sentit quelque chose dans sa poitrine se calmer et durcir. Elle ne faisait pas ça pour se venger. Elle ne faisait pas ça pour blesser Tristan. Elle faisait ça pour se protéger, pour protéger Simon, pour protéger tous les autres élèves que Tristan victimiserait si elle ne l'arrêtait pas maintenant. Cela fit toute la différence. Quand Tristan tendit de nouveau la main vers elle, Chloé était prête. Elle para sa main d'une simple déviation, entra dans sa garde et exécuta une projection de hanche de base. Ozoto Gari, l'une des premières projections enseignées en judo pour son efficacité et sa sécurité. Elle contrôla l'élan de Tristan, guida sa chute, s'assura qu'il atterrisse sur le sol du gymnase sans se cogner la tête, ni tomber sur le cou. C'était une technique de manuel exécutée avec des années de pratique, et ce fut terminé en moins de 2 secondes. Tristan heurta le sol avec un bruit sourd qui résonna dans le gymnase silencieux, l'air s'échappant de ses poumons, dans un halètement audible. Chloé recula immédiatement, les mains levées dans une position non agressive, sa respiration contrôlée. Le gymnase éclata de bruit, des halètements, des cris, des exclamations d'incrédulité. Marc et Adrien restèrent figés un instant, le choc se lisant sur leurs visages. Puis un instinct de loyauté l'emporta sur leur surprise, et ils se dirigèrent vers Chloé. Elle les vit venir, évalua leur position et sentit un calme étrange s'installer en elle. C'était pour ça qu'elle s'était entraînée. C'était ce que son corps hurlait de faire depuis des mois. Marc l'atteignit le premier,
lançant un crochet sauvage si télégraphié que Chloé eut presque pitié de lui. Elle esquiva le coup, un simple mouvement de tête hors de l'axe, et alors que l'élan de Marc l'emportait, elle appliqua une clé qui mourra debout sur son bras tendu, contrôlant l'épaule et le coude. La douleur fut immédiate, et Marc tomba à genoux avec un cri. Chloé le relâcha instantanément et passa à Adrien, qui n'avait rien appris en regardant ses amis échouer. Adrien essaya de l'attraper, cherchant ses bras dans ce qui aurait pu être une tentative de corps à corps ou de maîtrise. Chloé autorisa la prise, puis démontra pourquoi se battre au corps à corps avec quelqu'un entraîné au jiu-jitsu brésilien était une très mauvaise idée. Elle établit un contrôle du poignet, brisa sa prise et enchaîna avec un tirage de bras qui déséquilibra Adrien. Avant qu'il ne puisse se rétablir, elle l'avait face contre terre avec une immobilisation de base, son genou sur son dos, son bras contrôlé. Elle le maintint là pendant 3 secondes, assez longtemps pour faire passer son message, puis le relâcha et se releva. La séquence entière avait pris moins de 30 secondes. 3 adversaires, tous beaucoup plus grands qu'elle, tous neutralisés avec une force minimale et 0 blessure, au-delà d'ego meurtris et de douleurs articulaires mineures. Le gymnase était un pandémonium. Les élèves criaient, certains applaudissaient, d'autres regardaient simplement, incrédules. Les téléphones étaient partout capturant chaque angle. Les professeurs se frayaient un chemin à travers la foule, criant à tout le monde de reculer. Chloé se tenait au centre du chaos, respirant fort mais de manière contrôlée, son corps vibrant encore d'adrénaline. Tristan s'était relevé, le visage rouge d'humiliation et de fureur. Il recommença à avancer vers elle, et Chloé se mit en garde, pieds écartés à la largeur des épaules, poids sur la pointe des pieds, mains levées en protection souple. La posture communiquait tout ce que Tristan avait besoin de savoir. Elle était entraînée, elle était prête, et elle le ferait autant de fois que nécessaire. Tristan s'arrêta, les poings serrés, la poitrine haletante. Pendant un long moment, ils se fixèrent du regard à travers le sol du gymnase. Puis, le proviseur Durand arriva, flanqué de 2 surveillants et de M. Perrin. « Tout le monde en arrière !» cria M. Durand. « Dispersez-vous, maintenant !» La foule se dispersa à contre-cœur, les élèves filmant toujours, chuchotant toujours. Le proviseur examina la scène, Tristan debout au milieu du sol, Marc se tenant l'épaule, Adrien se relevant lentement et Chloé parfaitement immobile dans sa posture de combat. « Mademoiselle Lambert, dit le proviseur prudemment, veuillez baisser les mains et venir avec moi. Monsieur de Vence, Monsieur Fournier, Monsieur Petit, vous 3 aussi. » Chloé força son corps à se détendre, ses mains retombant le long de son corps. Elle regarda autour d'elle et trouva Simon au bord de la foule, son expression partagée entre l'étonnement et l'inquiétude. Elle lui fit un petit signe de tête, essayant de lui communiquer qu'elle allait bien, que cela avait été nécessaire. Puis elle suivit M. Durand hors du gymnase et vers son bureau, laissant derrière elle les ruines de l'empire social de Tristan de Vence et le début de sa propre liberté. Mais la soirée n'était pas terminée. Alors qu'il marchait dans les couloirs vides vers les bureaux de l'administration, la voix de Tristan les arrêta. « Ce n'est pas fini, Lambert. » Chloé se retourna pour trouver Tristan debout à 6 mètres derrière eux, s'étant détaché du groupe. Son visage était un masque de rage, son humiliation devant tout le lycée le rongeant clairement. Le proviseur Durand commença à intervenir, mais Tristan l'ignora. « Tu crois que tu as gagné ? Tu crois que ça change quoi que ce soit ?» Sa voix montait, résonnant contre les casiers. « Tu n'es toujours rien. Tu es toujours une moins que rien. Et demain, tout le monde se souviendra que je suis Tristan de Vence et que tu es juste une cinglée qui a eu de la chance. » Chloé l'interrompit, sa voix calme et claire. « Non, Tristan. Demain, tout le monde se souviendra que tu es la brute qui s'est fait mettre au sol par la fille discrète que tu as tourmentée pendant des semaines. Ils se souviendront que tu avais besoin de 2 amis pour te soutenir et que tu as quand même perdu. Ils se souviendront que quand je t'avais au sol, j'aurais pu vraiment te blesser et que j'ai choisi de ne pas le faire. C'est de ça qu'ils se souviendront. »
La vérité de ces mots frappa visiblement Tristan. Son visage passa du rouge au pâle, son corps s'affaissant alors que tout le poids de sa défaite s'abattait sur lui. Il avait été exposé non seulement comme une brute, mais comme une brute faible, quelqu'un qui s'en prenait à des cibles qu'il pensait incapables de se défendre et qui fuyait face à une opposition réelle. Pire, on lui avait fait preuve de pitié, ce qui était une forme de domination plus complète que la violence n'aurait jamais pu l'être. Tous ceux qui avaient assisté à la confrontation sauraient que Chloé aurait pu le blesser gravement et avait choisi de ne pas le faire. Cette pitié le hanterait bien plus longtemps qu'une raclée ne l'aurait fait. « Ce n'est pas fini », répéta Tristan, mais sa voix était creuse maintenant, manquant de conviction. Chloé secoua la tête. « Si, ça l'est, et tu le sais. » Le proviseur Durand s'interposa finalement entre eux. « Ça suffit. Vous tous, dans mon bureau. Maintenant. » L'heure suivante fut un tourbillon de conversations, d'explications et d'appels téléphoniques. Le proviseur Durand écouta plusieurs récits de ce qui s'était passé, de Chloé, de Tristan, de Marc et Adrien, des professeurs qui avaient été témoins de la confrontation. Des élèves faisaient la queue devant son bureau, désireux de donner leur version des faits. Plusieurs avaient des vidéos sous différents angles qu'ils montrèrent au proviseur. Les images étaient accablantes pour Tristan. Elle le montrait clairement, initiant le contact physique, poussant Chloé en premier, puis tendant à nouveau la main vers elle avant qu'elle ne réponde. Elle montrait Marc et Adrien intervenant, deux grands élèves masculins se déplaçant pour attaquer une élève féminine beaucoup plus petite. Et elle montrait la réponse de Chloé, contrôlée, défensive, techniquement brillante et remarquablement retenue. À aucun moment elle n'alla au-delà de ce qui était nécessaire pour se protéger. À aucun moment elle ne porta de coups inutiles ou ne tenta de blesser réellement qui que ce soit. Le proviseur regarda les vidéos plusieurs fois, son expression devenant plus troublée à chaque visionnage. Finalement, il appela la mère de Chloé. Il était près de 23 heures quand Madame Lambert arriva, encore en tenue d'infirmière, le visage crispé d'inquiétude. Le proviseur expliqua la situation, lui montra les vidéos et attendit sa réaction. Madame Lambert regarda les images en silence, puis se tourna vers Chloé. « Tu es blessée ?» demanda-t-elle. Chloé secoua la tête. « Non, maman, je vais bien. » Les yeux de sa mère brillaient de larmes non versées. « Ta grand-mère t'a bien appris, » dit-elle doucement. « Elle serait fière que tu ne t'en sois servi que pour te défendre, toi et ce garçon. » Puis, elle se tourna vers M. Durand. « Ma fille est harcelée depuis son premier jour ici. Je ne le savais pas parce qu'elle ne me l'a pas dit. Elle ne voulait pas m'inquiéter. Mais je le vois maintenant dans les vidéos. Je vois des semaines de harcèlement que personne ici n'a apparemment jugé digne d'une intervention. Sa voix était froide, professionnelle, la voix d'une infirmière annonçant une mauvaise nouvelle à un patient qui n'allait pas l'apprécier. Alors avant de discuter des conséquences pour ma fille, pour s'être défendue, j'aimerais discuter des conséquences pour Monsieur de Vence et ses amis pour des mois de harcèlement systématique. » Le proviseur Durand se tortilla mal à l'aise. « Madame Lambert, je comprends votre inquiétude, mais nous devons considérer tous les points de vue. Monsieur de Vence prétend qu'il ne s'agissait que d'un comportement adolescent typique, que mademoiselle Lambert a surréagi. » « Un comportement adolescent typique ?» La voix de Madame Lambert coupa comme un scalpel. « J'ai regardé une vidéo où votre élève pousse ma fille assez fort pour la faire reculer de plusieurs mètres. Ce n'est pas un comportement adolescent, c'est une agression. Et la réponse de ma fille était de la légitime défense de Manuel. Si vous ne pouvez pas voir ça, alors je serai heureuse de l'expliquer au rectorat, aux médias locaux et à un avocat. » La menace plana dans l'air. Le proviseur Durand faisait clairement le calcul. Le père riche et influent de Tristan de Vence contre la mère d'une élève avec des preuves vidéo claires d'agression. Le calcul n'était pas en sa faveur. « Laissez-moi être clair sur notre position, » dit-il finalement. Sur la base des preuves, y compris de multiples témoignages et des séquences vidéo,
Mademoiselle Lambert a agi en état de légitime défense après avoir été agressée physiquement. Elle ne fera face à aucune mesure disciplinaire. Cependant, il fit une pause, regardant Chloé. Cependant, je vais vous demander de rencontrer notre conseillère d'orientation, Madame Rossi, à partir de lundi. Non pas comme une punition, mais parce que je pense qu'il serait bénéfique de parler avec quelqu'un de ce que vous avez vécu. Madame Lambert hocha la tête. Acceptable. Et Monsieur Devance? La mâchoire du proviseur se crispa. Monsieur Devance, Monsieur Fournier et Monsieur Petit seront tous suspendus en attendant une enquête complète sur les plaintes de harcèlement. Si l'enquête confirme un harcèlement systématique, ce que les preuves vidéo suggèrent fortement, ils feront face à des conséquences supplémentaires, y compris un suivi psychologique obligatoire et une possible exclusion si leur comportement ne s'améliore pas. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Chloé sentit un poids se soulever de sa poitrine, un poids dont elle n'avait pas réalisé la présence. Elle n'était pas punie pour s'être défendue. Le lycée reconnaissait enfin ce qui se passait. C'était plus qu'elle n'avait osé l'espérer. Ils quittèrent le bureau du proviseur vers minuit. Sur le parking, Simon attendait adossé à la voiture de ses parents. Quand il vit Chloé, il se redressa immédiatement. « Je voulais m'assurer que tu allais bien », dit-il. Madame Lambert regarda de l'un à l'autre, puis sourit légèrement. « Je vous laisse une minute. » Elle se dirigea vers leur voiture, laissant Chloé et Simon seuls sous les lumières du parking. « C'était incroyable, » dit Simon doucement. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Tu as été extraordinaire. » Chloé secoua la tête. Ce n'était pas extraordinaire, c'était nécessaire. « N'empêche, » insista Simon, « tu t'es défendu. Pour nous deux. Il a fallu un vrai courage. » Chloé croisa son regard, y voyant une admiration sincère, et sentit sa gorge se nouer d'émotion. « J'avais peur, » admit-elle. « Tout le temps, j'étais terrifiée. » Simon s'approcha. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Ça signifie avoir peur et faire ce qui est juste quand même. Il hésita puis ajouta, pour ce que ça vaut, je pense que ta grand-mère serait fière de toi aussi. Les jours suivants furent surréalistes. Les vidéos de la fête devinrent virales, non seulement à Victor Hugo, mais sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Chloé devint une sensation du jour au lendemain, la fille discrète qui s'était défendue contre des brutes avec des compétences en arts martiaux que personne ne lui connaissait. Les commentaires étaient majoritairement positifs. Des élèves d'autres écoles partagèrent leurs propres histoires de harcèlement. Des adultes la félicitèrent pour sa retenue. Quelques instructeurs d'arts martiaux commentèrent sa technique, impressionnés par son contrôle et sa précision. La tension était écrasante et inconfortable, mais elle apporta quelque chose que Chloé n'avait pas prévu, la responsabilité. La nature virale des vidéos signifiait que le lycée Victor Hugo ne pouvait pas étouffer l'incident. Le rectorat lança une enquête. Les chaînes d'information locales demandèrent des interviews que Chloé refusa. Des parents appelèrent pour savoir quelles mesures le lycée prenait pour prévenir le harcèlement. Sous la pression de multiples directions, Victor Hugo fut contraint d'agir. Tristan, Marc et Adrien furent suspendus pendant 2 semaines pendant que l'enquête se poursuivait. Quand ils revinrent, ce fut avec des conditions strictes, suivi psychologique obligatoire, tolérance zéro pour tout nouveau harcèlement et un statut probatoire, signifiant qu'un incident de plus entraînerait l'exclusion. Les retombées sociales furent encore plus sévères. Leur statut à Victor Hugo s'évapora du jour au lendemain. Les élèves qui avaient ri à leurs blagues cruelles les évitaient maintenant. La saison de l'équipe de rugby souffrit avec Tristan sur la intouche pour une durée indéterminée. Les amis de Marc et Adrien prirent leur distance, ne voulant pas être associés à l'humiliation. Les vidéos les avaient exposés non seulement comme des brutes, mais comme des brutes faibles, et la hiérarchie sociale de Victor Hugo n'avait aucune pitié pour la faiblesse.
Ils déjeunaient seuls, marchaient dans les couloirs, la tête baissée, et expérimentaient pour la première fois ce qu'ils avaient infligé aux autres pendant des années. Chloé, quant à elle, se retrouva dans une position inconfortable. Elle était soudainement populaire d'une manière qu'elle n'avait jamais recherchée et ne désirait pas particulièrement. Des élèves voulaient s'asseoir avec elle au déjeuner, marcher avec elle entre les cours, être vus comme son amie. Plusieurs lui demandèrent si elle pouvait leur apprendre l'autodéfense. L'entraîneur du club de judo, M. Martin, l'approcha pour rejoindre l'équipe. « On pourrait utiliser quelqu'un avec tes compétences, et c'est l'un des rares sports où la technique compte plus que la taille. » Chloé déclina poliment la plupart de ses offres. Elle appréciait le respect, mais elle ne voulait pas que son identité soit définie par une seule confrontation violente. Elle avait passé des mois à essayer d'être invisible, et devenir le centre de l'attention était presque aussi inconfortable que d'avoir été harcelée. La seule amitié qu'elle maintint et approfondit fut celle avec Simon. Ils continuèrent à déjeuner ensemble, maintenant à une table de cantine normale, sans crainte de harcèlement. Ils étudiaient ensemble au CDI après les cours. Ils allaient au cinéma le week-end et passaient des heures à parler de livres, de philosophie et de l'étrangeté de leur soudaine notoriété. Leur relation évolua naturellement de l'amitié à quelque chose de plus, marqué non pas par de grands gestes, mais par de petits moments. Des mains qui se trouvent sous la table du déjeuner, des textos de bonne nuit qui s'étirent au-delà de minuit, le silence confortable de deux personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque instant de mots. « Je suis content que tu sois dans ma vie », lui dit Simon un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans sa voiture après les cours. « Même avec tout le drame et l'attention, même avec tout ce qui s'est passé, je suis content. » Chloé sourit. « Moi aussi, dit-elle, et elle le pensait. 3 semaines après la fête, Chloé eut son premier rendez-vous prévu avec Madame Rossi, la conseillère d'orientation. Elle l'aborda avec appréhension, s'attendant à un jugement ou à des questions indiscrètes. Au lieu de cela, elle trouva une femme d'âge mûr, aux yeux bienveillants et aux manières directes. « Je ne suis pas là pour vous psychanalyser ou vous faire revivre un traumatisme, » dit immédiatement Madame Rossi. « Je suis là pour vous apporter un soutien et vous aider à traiter ce que vous avez vécu. Tout ce dont nous discutons est confidentiel, sauf si vous êtes en danger, ce que je ne pense pas être le cas. Alors commençons simplement. Comment allez-vous » La question était si directe que Chloé sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Honnêtement, je ne suis pas sûre, » admit-elle. « Certains jours, je me sens bien, comme si j'avais enfin pris le contrôle de ma vie. D'autres jours, je me sens coupable, comme si j'avais rompu une promesse que j'aurais dû tenir. Et certains jours, je me sens juste fatiguée. » Madame Rossi hocha la tête. « C'est tout à fait normal. Vous avez été dans une situation impossible pendant des mois. Votre système nerveux était constamment activé, se préparant constamment à une menace. Cela a des conséquences, et ça ne disparaît pas simplement parce que la menace a disparu. Vous allez avoir des répliques, anxiété, hypervigilance, pensée intrusive. C'est la façon dont votre cerveau traite le traumatisme. » Elles parlèrent pendant 1 heure entière, et Chloé se surprit à s'ouvrir d'une manière qu'elle n'avait faite avec personne, pas même Simon ou sa mère. Elle parla de sa grand-mère, de la promesse qu'elle avait faite, de la culpabilité qu'elle ressentait de l'avoir rompue. Madame Rossi écouta sans jugement, puis offrit une perspective différente. « Votre grand-mère vous a demandé de ne pas utiliser la violence pour punir, mais ce que vous avez fait n'était pas une punition. C'était de la protection. Vous vous êtes protégé, vous et votre ami, d'un préjudice continu. Ce n'est pas la même chose, et je pense que si votre grand-mère était là, elle comprendrait la différence. » Les mots apaisèrent quelque chose en Chloé qui était agitée depuis la fête. Peut-être n'avait-elle pas trahi sa promesse après tout. Peut-être que faire preuve de pitié envers Tristan était exactement ce que sa grand-mère avait voulu dire. Utiliser la force sans cruauté, se défendre sans dominer. Au fil des semaines,
le lycée Victor Hugo trouva lentement un nouvel équilibre. L'enquête se conclut par un rapport cinglant sur l'incapacité de l'école à traiter les plaintes de harcèlement, conduisant à de nouvelles politiques et à une formation obligatoire pour le personnel. Plusieurs professeurs qui avaient été témoins de harcèlement sans rien faire furent réprimandés. Le proviseur Durand mit en place une politique de tolérance zéro pour le harcèlement qui semblait réellement avoir du poids, contrairement aux belles paroles précédentes. Les élèves devinrent plus enclins à signaler les incidents et, plus important encore, plus enclins à intervenir lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. L'effet de témoin qui avait permis à Tristan d'opérer si longtemps commença à se fissurer. Un après-midi de début décembre, Chloé traversait le couloir lorsqu'elle remarqua un élève plus petit, un seconde, à vue de nez, acculé par deux élèves plus âgés près des casiers. Les élèves plus âgés ne touchaient pas le seconde, mais leur langage corporel était clairement menaçant, et le seconde avait l'air terrifié. Sans réfléchir, Chloé changea de cap et se dirigea directement vers le groupe. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle calmement, se positionnant entre le seconde et les deux élèves plus âgés. Les élèves plus âgés la reconnurent immédiatement. Tout le monde à Victor Hugo savait qui elle était maintenant. Ils échangèrent des regards, et ce qu'ils virent dans l'expression de Chloé les décida contre une escalade. « Pas de problème », marmonna l'un d'eux. « On discutait juste. » Ils s'éloignèrent rapidement et Chloé se tourna vers le seconde. « Ça va ?» Le seconde hocha la tête, le visage rouge. « Merci », dit-il doucement. « Je ne savais pas quoi faire. » Chloé pensa à toutes les fois où elle avait été à sa place, figée et impuissante. Si ça se reproduit, signale-le. Et s'il n'écoute pas, trouve-moi, ou l'un des profs qui s'en soucie vraiment. Tu n'as pas à gérer ça tout seul. L'expression du seconde passa de la peur à l'espoir, et Chloé réalisa que c'était ce que sa grand-mère avait voulu dire, en parlant d'utiliser la force pour protéger. Il ne s'agissait pas seulement de se défendre sur le moment. Il s'agissait de créer un espace où les autres se sentaient également en sécurité. La confrontation avec Tristan eut des répercussions que Chloé n'avait pas anticipées. D'autres élèves qui avaient été harcelés commencèrent à parler, encouragés par son exemple. Une terminale nommée Mélissa signala le harcèlement systématique d'un groupe de filles de sa classe, et cette fois, le lycée prit des mesures immédiates. Un premier nommé David parla à un professeur des insultes homophobes qu'il subissait quotidiennement, et les auteurs firent face à de réelles conséquences. La culture à Victor Hugo changeait, lentement mais visiblement. Ce n'était pas parfait. Aucune école ne peut éliminer complètement la cruauté, mais il y avait un sentiment croissant que le harcèlement ne serait plus toléré, que les témoins avaient la responsabilité d'agir, que la force pouvait être utilisée pour la protection plutôt que pour la domination. Chloé était devenue, un peu à contre-cœur, un symbole de ce changement. Alors que décembre laissait place à janvier, Chloé eut enfin une conversation qu'elle avait évitée. Elle quittait le CDI après les cours quand elle vit Tristan assis seul sur un banc près du parking. Il avait l'air différent, plus petit en quelque sorte, son arrogance habituelle envolée. Pendant un moment, Chloé envisagea de passer sans le remarquer. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Elle pensa à sa grand-mère, à la pitié, à la possibilité de changement. Elle s'approcha et s'assit à l'autre bout du banc, laissant plusieurs mètres d'espace entre eux. Tristan leva les yeux, surpris, son corps se tendant comme pour se préparer à une attaque. « Je ne suis pas là pour me battre », dit Chloé doucement. Ils restèrent assis en silence un long moment. Finalement, Tristan parla, sa voix rauque. « Je voulais m'excuser. Je sais que ça ne répare rien, mais je voulais le dire quand même. Ce que je t'ai fait, ce que j'ai fait à beaucoup de gens, était mal. J'étais en colère contre mon père, en colère contre ma propre vie, et je me suis défoulé sur des gens qui ne le méritaient pas. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la vérité.
Chloé absorba cela. Elle pouvait entendre le remords sincère dans sa voix, voir le changement dans sa posture et son attitude. Ce n'était pas la brute fanfaronne qui l'avait tourmentée pendant des mois. C'était quelqu'un qui avait été forcé d'affronter les pires parts de lui-même et qui essayait, aussi imparfaitement soit-il, d'être meilleur. « Pourquoi étais-tu en colère ?» demanda-t-elle. Tristan eut un rire amer. « Mon père a cette vision de qui je suis censé être. Des notes parfaites, un athlète star, un futur PDG. Tout ce qui est moins que la perfection est un échec à ses yeux. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur et à échouer. Alors, j'ai trouvé des gens que je pouvais contrôler, des gens que je pouvais dominer pour sentir que j'avais du pouvoir quelque part dans ma vie. Assez pathétique, non ? » Chloé pensa à son propre parcours, à ses propres luttes avec la colère et le contrôle. Pas pathétique, humain. Mais être blessé ne te donne pas la permission de blesser les autres. Tu le sais maintenant. Ouais, dit Tristan doucement. Je le sais maintenant. Pour ce que ça vaut, je suis une thérapie, ordonnée par le tribunal. Mais je pense que ça aide vraiment. J'apprends à connaître mes déclencheurs, mes schémas, comment gérer la frustration sans me défouler sur les gens. C'est un travail difficile. Bien, dit Chloé. Elle le pensait. Tristan se tourna pour la regarder directement. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Et je ne suis pas sûr de le mériter un jour. Mais je voulais que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Et je voulais te remercier. Chloé haussa un sourcil. Me remercier ? Tristan hocha la tête. Tu aurais pu vraiment me blesser ce soir-là. Tu m'avais au sol et je l'ai vu dans tes yeux. Tu savais exactement comment m'envoyer à l'hôpital si tu le voulais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as montré de la pitié alors que je ne la méritais absolument pas. Ça a été plus difficile à vivre que n'importe quelle raclée, mais ça a aussi été plus instructif. Tu m'as appris que la force n'est pas la domination. Je suis encore en train de comprendre ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas ça. Ils restèrent assis ensemble quelques minutes de plus, pas tout à fait à l'aise, mais pas hostiles non plus. Puis Chloé se leva. « J'espère que tu trouveras, Tristan. Vraiment. Mais nous ne sommes pas amis, et nous ne le serons pas. La meilleure chose que tu puisses faire pour moi est de me laisser tranquille, et de ne plus jamais traiter quelqu'un comme tu m'as traité. » Tristan hocha la tête. « Je peux faire ça. » Alors que Chloé se dirigeait vers le parking où Simon l'attendait, elle ressentit un sentiment d'achèvement. Ce n'était pas une fin hollywoodienne où d'anciens ennemis devenaient les meilleurs amis du monde. C'était quelque chose de plus réaliste et peut-être de plus significatif. Une reconnaissance mutuelle, un remords sincère et le début de chemins séparés vers de meilleures versions d'eux-mêmes. Le reste de l'année scolaire se déroula avec une normalité surprenante. La notoriété de Chloé s'estompa alors que de nouveaux drames captaient l'attention de Victor Hugo. Elle s'installa dans une routine confortable, les cours, le déjeuner avec Simon, les séances avec Madame Rossi toutes les 2 semaines, une pratique occasionnelle d'autodéfense à la maison pour maintenir ses compétences. Elle rejoignit le club de lecture du lycée sur la suggestion de Simon et trouva une petite communauté de lecteurs qui se souciait plus de littérature que de hiérarchie sociale. Elle maintint des relations amicales mais distantes avec les élèves qui l'avaient soutenue après la confrontation, ne voulant pas être définie par ce seul événement. Elle était redevenue juste Chloé, discrète mais plus invisible, confiante mais pas agressive, présente dans sa propre vie d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant. En avril, l'entraîneur de judo l'approcha de nouveau. « Je sais que vous avez refusé avant, » dit M. Martin, « mais je voulais essayer une dernière fois. Je ne vous demande pas de faire de la compétition. Je vous demande si vous seriez prête à enseigner quelques techniques défensives à l'équipe. Beaucoup d'entre eux pourraient bénéficier de comprendre le contrôle positionnel et les leviers comme vous le faites. Ce serait une fois par semaine, après l'entraînement, totalement facultatif pour vous. » Chloé y réfléchit.
Elle avait passé si longtemps à cacher ses compétences que l'idée de les partager ouvertement lui semblait étrange. Mais elle pensa aux secondes qu'elle avait aidé, au changement de culture à Victor Hugo, aux façons dont la force pouvait être utilisée pour aider plutôt que pour blesser. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais essayer. » Enseigner à l'équipe de judo devint l'une des expériences les plus enrichissantes de Chloé à Victor Hugo. Elle démontra des positions de base du jiu-jitsu brésilien, comment maintenir la position montée, comment s'échapper du contrôle latéral, comment utiliser les leviers au lieu de la force. Les judokas étaient des élèves enthousiastes, et plusieurs lui dirent que comprendre le combat au sol d'une perspective différente améliorait leur performance en compétition. Plus important encore, elle avait l'impression de contribuer à quelque chose de positif, transformant ses compétences en quelque chose de constructif plutôt que de réactif. La remise des diplômes approcha plus vite que Chloé ne s'y attendait. Elle et Simon avaient tous deux été acceptés dans des universités. Des écoles différentes, mais à seulement 2 heures de distance, assez proches pour des visites le week-end. Leur relation s'était approfondie en quelque chose de solide et de durable, construit sur le respect mutuel et une affection sincère plutôt que sur le drame ou l'intensité. Ils révisèrent ensemble pour le bac, s'aidèrent mutuellement pour les préparatifs universitaires et firent des plans pour rester en contact malgré la distance. « Ça va me manquer de te voir tous les jours », lui dit Simon un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans sa voiture après leur dernier jour de cours. « Mais je suis aussi impatient de voir qui nous deviendrons tous les deux à la fac. On va s'en sortir. » Chloé appuya sa tête sur son épaule. « Ouais, » dit-elle, « on va s'en sortir. » La cérémonie de remise des diplômes se déroula sur le terrain de rugby de Victor Hugo, sous un ciel de juin dégagé. Chloé était assise avec sa promotion, écoutant des discours sur le potentiel et l'avenir, regardant les visages qu'elle avait appris à connaître au cours de l'année écoulée. Elle vit Tristan assis plusieurs rangs devant, sa posture toujours différente de l'assurance fanfaronne qu'il affichait quand elle l'avait rencontré pour la première fois. Elle vit Marc et Adrien assis séparément, leur amitié apparemment brisée sous le poids de leur humiliation partagée. Elle vit des élèves qu'elle avait aidés, des élèves qui l'avaient aidée, des élèves à qui elle n'avait jamais parlé, mais qui avaient été témoins de sa transformation. Elle vit sa mère dans le public, rayonnante de fierté, et ressentit de la gratitude pour le soutien qu'il avait porté à travers les mois les plus difficiles. Quand on appela son nom et qu'elle traversa la scène pour recevoir son diplôme, les applaudissements furent sincères et chaleureux. Elle n'était pas la majeure de promo, ni l'élève la plus populaire, ni la déléguée de classe. Elle était juste Chloé Lambert, qui avait survécu au lycée Victor Hugo et en était sortie plus forte, plus sage et plus elle-même qu'à son arrivée. Cela semblait suffisant. Cela ressemblait à une victoire. Après la cérémonie, Chloé trouva un coin tranquille près de la clôture du terrain de rugby pendant que les familles célébraient autour d'elle. Simon la trouva là quelques minutes plus tard. « Ça va ?» demanda-t-il. Chloé hocha la tête. « Je réfléchis, c'est tout. Il y a 1 an, cet endroit me terrifiait. Je passais chaque jour à essayer de disparaître, à essayer de survivre. Et maintenant... » Elle fit un geste vers la foule en fête, vers le lycée qui avait été sa prison et son terrain d'épreuve. « Maintenant, je pars. Et c'est étrange, comme si je laissais une version de moi-même derrière moi. » Simon lui prit la main. « La meilleure version de toi-même vient avec toi. La version qui sait qu'elle peut se défendre, mais choisit de ne pas le faire. La version qui a fait preuve de pitié quand elle aurait pu choisir la vengeance. Cette personne est assez remarquable. » Chloé pensa à sa grand-mère, à la promesse avec laquelle elle avait tant lutté. Elle avait rompu la lettre de cette promesse, utilisant ses compétences d'une manière que sa grand-mère n'aurait peut-être pas approuvée, mais elle en avait gardé l'esprit. Elle avait protégé sans punir, défendu sans dominer, montré de la force sans cruauté. Elle avait appris que la pitié était plus puissante que la violence,
que se défendre ne nécessitait pas de perdre son humanité, que la vraie force incluait de savoir quand se battre et quand s'éloigner. Ces leçons semblaient plus précieuses que n'importe quel diplôme. Alors que le soleil se couchait sur le lycée Victor Hugo, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Chloé prit une décision. Elle emporterait ses compétences et ses expériences avec elle, mais elle ne cacherait plus jamais qui elle était. Elle marcherait dans le monde avec confiance, avec conscience, avec la certitude qu'elle pouvait gérer tout ce qui se présenterait. Mais elle marcherait aussi avec compassion, se souvenant de ce que c'était que d'être impuissant et utilisant ce souvenir pour guider ses actions. Elle serait forte, sans être cruelle, capable, sans être violente, confiante, sans être arrogante. Elle serait exactement ce que sa grand-mère avait espéré qu'elle devienne, même si le chemin pour devenir cette personne avait été plus compliqué qu'aucune d'elles ne l'avait anticipé. Des mois plus tard, pendant son premier semestre à l'université, Chloé repenserait à cette nuit de la fête et réaliserait quelque chose d'important. Le moment où elle avait choisi de se défendre n'était pas le moment où elle avait jeté Tristan au sol. C'était le moment où elle avait décidé d'assister à la fête, sachant que la confrontation était inévitable. C'était chaque jour où elle avait enduré le harcèlement sans devenir amère ou cruelle. C'était choisir la pitié quand la vengeance aurait été plus facile. La confrontation physique n'était que la manifestation visible de moi de force intérieure. Le vrai courage, comprenait-elle maintenant, ne consistait pas à gagner des combats. Il consistait à maintenir son humanité dans des circonstances conçues pour vous en dépouiller, à choisir qui vous vouliez être, même quand être cette personne était difficile. Elle partagea cette prise de conscience avec Simon lors d'une de leurs visites le week-end, et il sourit de cette manière qui suggérait qu'il l'avait su depuis le début. C'est pourquoi ce que tu as fait a eu tant d'importance pour tous ceux qui l'ont vu, dit-il. Ce n'était pas seulement que tu t'es défendu physiquement, c'est que tu as défendu qui tu étais en tant que personne. Tu ne les as pas laissés te transformer en quelque chose que tu n'étais pas. Tu es resté toi-même, et ce toi-même s'est avéré assez fort pour gérer tout ce qu'ils t'ont jeté à la figure. Ils marchaient sur le campus de Simon, les feuilles d'automne craquant sous leurs pieds, et Chloé ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait survécu au lycée Victor Hugo. Elle avait affronté ses peurs et ses démons. Elle avait honoré la mémoire de sa grand-mère de la manière la plus importante, non pas en évitant toute violence, mais en s'assurant que lorsqu'elle utilisait ses compétences, elle le faisait avec retenue et intention. Elle était devenue quelqu'un dont sa grand-mère serait fière, quelqu'un dont elle-même était fière. Les années passeraient. Chloé obtiendrait son diplôme universitaire, poursuivrait une carrière qui l'épanouirait, maintiendrait sa relation avec Simon à travers les changements et les défis. Elle continuerait à s'entraîner, non pas parce qu'elle s'attendait à devoir se défendre à nouveau, mais parce que la discipline et la concentration l'ancraient. Elle entendrait occasionnellement parler d'anciens élèves de Victor Hugo. Tristan avait apparemment changé de vie, devenant un militant anti-harcèlement et intervenant dans les écoles pour parler de ses expériences. Marc s'était engagé dans l'armée et y avait trouvé une structure qui lui convenait. Adrien avait simplement disparu des réseaux sociaux, poursuivant le chemin qu'il avait choisi. Elle leur souhaitait le meilleur de loin, espérant qu'ils avaient trouvé leur propre version de la rédemption. Mais les jours difficiles, quand le doute s'insinuait ou que les défis semblaient insurmontables, Chloé repensait à cette nuit dans le gymnase. Elle se souviendrait s'être tenue au centre d'une foule hostile, faisant face à ses tortionnaires, faisant le choix de se défendre, malgré chaque instinct lui disant de rester passive. Elle se souviendrait de la sensation de son corps, répondant avec des années d'entraînement, efficace et contrôlé. Elle se souviendrait du moment où elle avait choisi la pitié plutôt que la vengeance, reculant alors qu'elle aurait pu finir ce que Tristan avait commencé. Et elle se souviendrait être sortie de ce gymnase la tête haute, n'étant plus une victime, n'étant plus invisible, étant enfin et complètement elle-même. Cette nuit-là lui avait appris quelque chose de fondamental sur la nature humaine.
Tout le monde a la capacité à la fois de cruauté et de compassion, de faiblesse et de force, de violence et de pitié. La différence entre les gens n'est pas de savoir s'ils possèdent ces capacités. Tout le monde les possède. La différence est de savoir quelles capacités ils choisissent de cultiver, sur quelles impulsions ils agissent, quelle version d'eux-mêmes ils décident d'être. Tristan avait choisi la cruauté jusqu'à ce que les conséquences le forcent à reconsidérer. Chloé avait choisi la retenue jusqu'à ce que l'autoconservation exige une action. Les témoins avaient choisi le silence jusqu'à ce que le courage de quelqu'un leur fasse honte de leur inaction. Tous ces choix comptaient. Tous ces choix avaient des conséquences qui se propageaient, affectant non seulement les individus impliqués, mais toute la communauté autour d'eux. En fin de compte, l'histoire de Chloé ne parlait pas vraiment d'arts martiaux, de harcèlement ou même de se défendre, bien qu'elle inclue tous ces éléments. Elle parlait du voyage compliqué pour maintenir son humanité dans un monde qui l'atteste constamment. Elle parlait de comprendre que la force et la compassion ne sont pas des forces opposées, mais complémentaires. Elle parlait d'apprendre que la vraie victoire ne consiste pas à dominer les autres, mais à refuser d'être dominé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Elle parlait de la différence entre être une victime et être victimisé. L'un est une identité, l'autre est une expérience, et vous seul pouvez décider lequel vous définit. La robe qu'elle portait ce soir-là, la simple robe bleue qui lui avait semblé si inadéquate quand elle l'avait enfilée, était toujours accrochée dans son placard des années plus tard. Un rappel de la fille qui était entrée dans ce gymnase sans savoir si elle aurait le courage de faire ce qui devait être fait. La tache de boisson n'était jamais vraiment partie, une marque permanente du moment avant que tout ne change. Parfois, elle regardait cette robe et s'émerveillait de sa jeunesse, de son incertitude, de la façon dont elle avait failli rester silencieuse et petite pour toujours. Et elle se sentait reconnaissante envers cette version plus jeune d'elle-même, d'avoir trouvé une force qu'elle ne savait pas posséder, d'avoir honoré une promesse tout en la rompant, d'avoir montré au monde et à elle-même que les personnes discrètes peuvent être fortes, que la pitié est une forme de pouvoir, que choisir qui l'on veut être est le choix le plus important que l'on puisse faire. Le lycée Victor Hugo n'était qu'une école, une année, un chapitre d'une histoire bien plus longue, mais c'était le chapitre où Chloé avait appris qui elle était et qui elle voulait être. C'était là qu'elle avait découvert que la force sans compassion n'est que brutalité, et que la compassion sans force n'est que faiblesse, mais qu'ensemble, elles créent quelque chose de puissant et de rare. La capacité de protéger sans détruire, de se défendre sans devenir ce que l'on combat, de rester ferme tout en restant humain. Ces leçons lui serviraient bien dans toutes les années à venir, dans tous les défis qu'elle affronterait, dans tous les moments où elle devrait décider quel genre de personne elle voulait être. Et dans ces moments, elle penserait aux mots de sa grand-mère, au soutien de Simon, à cette nuit dans le gymnase où elle s'était choisie, elle et son humanité, plutôt que la peur et la vengeance. Elle se souviendrait que la vraie force ne réside pas dans la capacité de blesser les autres, mais dans le choix de ne pas le faire. Non pas dans la domination, mais dans la dignité, non pas dans le pouvoir, mais dans le principe. Ces souvenirs la guideraient, une boussole pointant toujours vers la personne qu'elle s'était battue si durement pour devenir et la personne qu'elle continuerait d'être pour le reste de sa vie.